Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Et la première question qu'on va se poser, c'est qui parmi nous est heureux? On peut se poser la question là maintenant, sincèrement. Est-ce qu'en général, je me sens heureuse ou j'ai tendance à avoir d'autres impressions que le bonheur? Et donc, bah oui, ce genre de partage est intéressant. Dès que on se pose la question, ben en fait, je suis pas certaine ou certain d'être heureux au quotidien. Et qu'est-ce que le bonheur? Bah, je vais vous le définir, mais pour comprendre le bonheur, il a un opposé forcément, c'est la souffrance. Et donc, je vais commencer par l'aspect le moins chouette, c'est de comprendre les 3 types de souffrances majeures que relèvent les médecines anciennes. Donc, mon travail, c'est, la thérapie. Je suis thérapeute, en médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise qui comporte différentes traditions, donc les traditions bouddhistes, taoïstes et chamaniques que représentent cette grande voie de la tradition médicale. Et donc forcément, vu que je suis belge, ça s'est introduit dans le contemporain de la Belgique. On ne sait pas vivre au XIIe siècle, au VIIIe siècle. Ça a défini ma manière de regarder le monde en tant que Belge au XXIe siècle. Et donc, ça fait 20 ans que j'ai fait ça. Et bah, avec ces expériences multipliées, parce que je préfère mettre le mot expérience à connaissance, puisque la connaissance est plutôt le fruit de l'expérience, bah, ça a donné, bien sûr, bah, de quoi en partager quelque chose. Et donc, dans ce parcours, ce qui m'a fasciné, ce sont nos différents états de conscience et qu'une même personne, face à une même situation, donc deux personnes face à une même situation, peuvent vivre du bonheur ou du mal. La notion du bonheur m'intéresse depuis que je suis petite parce que bah, ça me paraissait vraiment très spécial de moi avoir des instants d'inconfort importants là où d'autres enfants ne l'avaient pas. Et inversement, de voir des gens heureux, par exemple autour d'une grande tablée, et moi avoir des difficultés à pouvoir rester. Donc j'étais face à cette grande question de bah c'est pas tout à fait global. Et ça, c'est arrivé assez petite, cette question du bonheur. Et du coup, du mot paix que je pouvais entendre dans la tradition chrétienne, que je pouvais entendre aussi dans la philosophie, mais que je comprenais pas tout à fait. Et donc, les gens voulaient atteindre la paix. Ça, c'était un peu un courant aussi au sein de ma famille, de se dire, mais l'harmonie, Sarah, c'est important, mais comment tient-on l'harmonie? Et si on l'a, est-ce qu'on veut la perdre, etc. Est-ce qu'on pourrait la perdre, ou bien on veut pas la perdre, mais alors on est malheureux parce qu'on peut pas la perdre. Et c'était donc des grandes questions que j'ai eues longtemps. Du coup, ça m'a amené à bien sûr m'intéresser à l'art, la psychologie, etc. Donc, je suis également artiste dans mes premières études professionnelles, et c'était pour la dramaturgie et comprendre le psychisme humain que ça m'attirait beaucoup. La discipline, le bonheur également, jouer beaucoup de violon, chanter beaucoup, m'amener une forme de bonheur que je vais décrire après. Mais c'est intéressant d'observer avant tout que j'étais passionnée par les états de conscience différents, comme bah, chanter par exemple. Donc, dans la voie des médecines anciennes, on a quelque chose de très archaïque par rapport au côté plus conceptuel qu'on peut retrouver dans la psychologie actuelle. On relève 3 types de souffrances. Donc, vous allez voir que c'est plutôt très simple. La souffrance inhérente au corps, donc c'est-à-dire, ben, certaines personnes vont être en meilleure santé que d'autres, besoin de dormir moins ou plus. On a donc des types physiques. Donc une personne grande et allongée, bah, va avoir des tendances de bonheur et de souffrance différentes d'une petite personne, un peu plus sèche et petite, donc qui elle va être plus feu, l'autre est plus métal, on dit en médecine chinoise. Donc on voit que notre corps, bah, va donner une propension différente à ce qu'on peut appeler, le bien-être ou la souffrance. Donc, une personne grande et allongée pense plus en général, qu'une personne qui est plus vivace et nerveuse va vouloir bouger. Donc ça, c'est vraiment important d'observer que ça, c'est le bonheur inhérent à la constitution physique. Bien sûr, on a dedans bah, les maladies dégénérescentes, on a plein de choses hein, qui vont donner bah, ce qu'on appelle la souffrance reliée à l'incarnation. Le deuxième point, c'est la souffrance qui est reliée au conditionnement. Alors celle-là, moi, je la trouve fascinante et c'est là où moi j'ai beaucoup exploré également. Donc j'ai beaucoup exploré le corps physique, parce que mon corps physique il était fatigué quand j'étais petite fille, mais j'ai aussi beaucoup exploré surtout le conditionnement, parce que je voyais que si mes parents pensaient d'une telle manière, je devenais ou je m'influençais, j'ai été influencée. Pareil pour la maîtresse d'école, pareil pour
des tas de choses et j'observais ça avec un œil assez neutre et ça me travaillait parce que je me disais, bon, bah, si j'étais née en plein milieu de l'Afrique, je penserais différemment. Et donc ça, c'est vraiment une des conditions qu'on appelle souffrir. Souffrir, il y a le mot souffre, donc de mutation possible, attention, on ne parle pas de quelque chose d'impossible à changer, mais ce mot-là, souffrance, signifie bah, ce qui a besoin de muter. Et donc, bah oui, dans notre société occidentale, on le voit, on a des conditionnements assez égocentriques, assez tournés vers soi, vers le plaisir personnel, et on va un petit peu détailler ce qui n'est pas le bonheur à travers toutes ces croyances. Le point suivant, c'est la souffrance, et c'est la dernière, reliée au changement. Je l'ai nommé tout à l'heure. Bah, si je veux l'harmonie, c'est super, mais l'harmonie, elle va passer. Ou bien, j'ai un instant de plaisir important. Bonjour. Bonjour, excusez-moi pour les minutes de retard. Bonjour. J'ai un instant de plaisir qui est important et juste après, il y a mutation et il n'y a plus ce plaisir. Et donc, on appelle ça la souffrance du changement. Donc, je relève 3 types de bases que l'on va devoir explorer pour rencontrer le bonheur, qui sont de comprendre que, bah oui, ma condition inhérente à mon incarnation, à mon corps, est une première chose. Bien sûr, dedans, il y a également l'éducation et tout le conditionnement qui est lié à l'éducation. Bienvenue! Tu peux encore joindre? Oui! Allez. Bienvenue! Bonjour! Et donc, je vais récapituler juste le début, puisque mon échange est sur le bonheur. Et pour pouvoir comprendre, ou en tout cas sentir notre bonheur, les premiers points, c'est que j'ai nommé les 3 points principaux que relève la psychologie ancienne, qui sont qu'il y a 3 types de souffrances. Et les types de souffrances qui sont de vouloir avoir un corps peut-être différent, qui crée un psychisme. Donc, c'est la souffrance reliée à notre incarnation, la souffrance qui est reliée au fait qu'on est conditionné par une société, et la souffrance qui est reliée au fait que tout peut changer, tout change de toute façon. Par exemple, bah, on n'a plus 8 ans. Tout change constamment. Et donc, en fait, on va parler du mot acceptation pour le bonheur. Et ce mot-là, c'est pas toujours un mot très facile. Donc, qu'est-ce que le mot accepter? C'est accueillir tout ce qui est comme c'est. Sauf que on a une confusion entre le plaisir, la satisfaction et le bonheur. À votre avis, c'est quoi la différence entre satisfaction et bonheur? Je fais un peu de jargon, mais c'est intéressant de se poser la question. Vas-y. C'est peut-être une chose temporelle, mentale, comme quand on voit ça, on prend, Ouais, et je pense que le bonheur, c'est une chose plus ancrée, plus durée, qui est plus comme le background, ok, le base. merci. Tu verrais donc le bonheur comme quelque chose qui est la base de tout et la satisfaction comme un objet qu'on veut attraper ou un résultat qu'on veut obtenir. On est d'accord? Ouais. Donc la satisfaction, elle est reliée à un manque. Et donc le bonheur, il se termine. Donc le bonheur arrive, plutôt la souffrance se termine quand on arrête d'attendre. La satisfaction, c'est de l'attente. Et on peut constater que dans nos vies, on va espérer un plus joli jardin, on va espérer, et vous voyez le mot espoir, ok? Et en fait, on dit même des phrases très bizarres dans notre société, l'espoir fait vivre, c'est-à-dire attends le bonheur toute ta vie. Vous comprenez? Et nous, on va un peu virer ce truc en se disant, OK, donc si j'ai une recherche de satisfaction, ça ne veut pas dire qu'on va la bannir, mais on doit comprendre la différence entre satisfaction et bonheur. Donc pendant le processus de satisfaction, par exemple, je nettoie ma maison et j'ai envie qu'elle soit super belle, accueillir les amis, etc. OK, donc il y a un souhait de satisfaction, une maison toute propre. Mais est-ce que le bonheur est relié à cette satisfaction? Non, je peux m'amuser toute la journée en train à chaque instant de vivre la joie, ça c'est le mot qui est relié au bonheur, et l'enthousiasme de cette action. Donc la question qu'on va se poser, c'est avec le principe de satisfaction, là je suis dans la souffrance du conditionnement, notre société est complètement reliée à la satisfaction, on va toujours se créer des objectifs de plus en plus
difficile à atteindre en général, hein, une fois que vous avez, enfin, nous avons une chose, on en veut une suivante, puis on en veut une suivante. Et donc, cette satisfaction, c'est de la regarder comme bizarre. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas contente quand j'ai fait à manger et que c'est bon. D'accord? Donc, j'ai une satisfaction, mais ce n'est pas le bonheur. Le bonheur était déjà là le matin, pendant que je faisais peut-être les courses ou que je récoltais des fruits, etc. Le bonheur n'est pas la satisfaction. La satisfaction va augmenter cette sensation de bonheur. Donc, cette notion de la satisfaction, c'est le premier point qu'on peut retenir ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'esclavage. Dans notre société, on dira même, c'est trop beau pour être vrai. C'est un autre mot du conditionnement. Vous voyez, je suis juste dans la souffrance du conditionnement parce que je crois que c'est la principale dans ce genre de manifestation comme Webpi en transition. On veut changer les conditionnements. On se rend compte qu'on est happé par des conditionnements sociétaux et on a envie de les changer. Mais pour ça, il faut les observer. C'est trop beau pour être vrai signifie que je crois en la souffrance. Que je crois plus en la souffrance qu'en l'abondance. Vous saisissez? Et là, on vient dans un domaine qui est intéressant. Anciennement, donc traditionnellement, on disait tu es et tu deviens le champ magnétique de ce que tu produis. Et ça, le champ magnétique, bon, ben aujourd'hui, on sait qu'on est une vibration qui va catalyser, qui va attirer. Enfin, ça, que ce soit la physique quantique ou les médecines anciennes, c'est pareil. Et donc, c'est intéressant d'observer, mais combien de fois par jour je vais en fait prier ou méditer avec la souffrance, c'est-à-dire on crée tous un dieu, le dieu le plus important c'est le moi souffrant en général. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça c'est une phrase qu'on nomme mais qui est intéressante, c'est que à quel point est-ce que on est focus sur ce dieu souffrance? Et ça c'est une question que je me pose tous les jours. Mes limitations, c'est ça. Alors je vous invite à observer ça. Quelles sont vos phrases cycliques qui reviennent régulièrement? Et qui ne sont pas le bonheur, en fait. Et ça, c'est un conditionnement. Le truc qui tourne, qui est limitant, ça peut être, moi, je ne serai pas heureuse, c'est difficile de m'épanouir, ou à cause de cette personne, c'est difficile dans ma vie. Et ça revient tout le temps. Et on ne se rend pas compte, en fait, que le bonheur est toujours là, mais ça l'empêche. Donc, la croyance en c'est trop beau pour être vrai, la croyance en ce sera mieux demain, la croyance en j'ai pas assez, la croyance où on va pas m'accepter. Cette société peut pas m'accepter. Vous voyez? Est-ce que vous en avez une autre? Par rapport à des choix, est-ce que ce serait pas mieux si tu allais chez de la ici, Ah, merci. comme ça, Oui, le quoi. doute. Le doute. Ouais. C'est très intéressant d'observer le doute, bien sûr. Et donc ça, on va en parler un peu après, je pense. Donc ça, c'est important. Première chose, c'est d'observer que le moi, c'est un assemblage de, de mise en scène et on est un acteur dedans et on peut jouer plein de rôles. Mais on a un rôle qui devient principal avec le temps, qu'on appelle l'ego. Donc, je m'amuse beaucoup à la maison à faire jouer plein de rôles aux enfants. Comme ça, en fait, ils se sentent très mobiles dans leur ego. Ils peuvent jouer tel personnage. Le théâtre familial, c'est très bien pour ça. Parce que l'enfant, en fait, a plein de choix. Et moi, j'aurais aimé, en fait, qu'on me donne plein de choix. Donc, on ne pourra pas s'empêcher d'être des personnages, mais ne pas devenir le personnage. Si je joue à être maraîchère, ou si je joue à être conférencière, ou si je joue à être thérapeute, ou si je joue à être artiste, je ne le suis pas, en fait. Vous saisissez, l'enfant sait qu'il joue à quelque chose. Et donc, nous avons oublié que nous jouons des rôles. OK? Et les conditionnements commencent avec ça. Donc, qui joue le rôle de se dire ce sera mieux demain? Ou qui joue le rôle de je sais pas si c'est mieux d'aller là ou là? Qui joue le rôle de quel régime alimentaire? Et si je me trompe? Donc, observez quel est le personnage qui est derrière. Et il y en a toujours un, en fait. Il y en a toujours un. OK? Donc ça, c'est une manière de se déconditionner. Donc, on va prendre un sujet, là, personnellement, et on va faire un exercice et d'observer qui joue
le rôle de cette croyance. Vous allez prendre une croyance que vous avez, hop, introspection, on peut fermer les yeux ou revenir vers soi, et vous allez prendre une croyance, mais ça peut être très direct, hein, une croyance très, très immédiate, comme parfois des choses très simples de la vie. Et cette croyance vous embête, elle vous empêche le bonheur. Observez qui joue ce rôle. Comment vous appelleriez ce monsieur ou cette madame? Et vous pouvez intervenir si vous le souhaitez pour que je vois avec vous qui joue le rôle. Est-ce que quelqu'un a une croyance avec un personnage? Oui, la croyance que je cuisine mal. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un personnage, c'est pas... Ah, voilà. Donc, au moment même où tu te dis, oh, de toute façon, moi, je cuisine mal. Oui. Bon, ok. Donc, tu as eu des interactions aussi avec des personnes qui t'ont peut-être dit, c'était pas génial. Oui. C'est bien ça? Donc, ça, c'est très intéressant. On a un point qui est très simple, hein, la cuisine, ok. Donc, bah, derrière, il y a plusieurs personnages. Le doute de soi, la croyance qu'on n'est pas capable. Donc, c'est le manque de confiance en soi. La croyance que ce que dit l'autre est plus important. Donc, on a perdu la joie de faire cette chose. Donc, derrière, tu as plusieurs personnages. Tu les observes, mais en fait, tu te rends compte que ces mêmes personnages arrivent dans d'autres choses de ta vie. Par exemple, tu vas manquer de confiance en toi pour parler à quelqu'un ou tu vas manquer d'estime de toi pour partager quelque chose que tu sais normalement faire, etc. Tu observes? Donc, ces personnages-là, c'est la première démarche pour se déconditionner, c'est de voir, bah, en fait, c'est complètement bizarre. Je voudrais pas que ma voisine ait ces mêmes personnages et à quoi ils servent, est-ce qu'ils existent vraiment? Donc, il y a vraiment cette question de, moi, je mets, c'est étrange, c'est étrange. Et je mets juste c'est étrange. Sentez, en nommant cette phrase, c'est étrange, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça calme le système nerveux? Est-ce que ça contracte? En fait, c'est étrange, je crois que je cuisine mal. Et ça fait juste plat. Vous saisissez? Donc, on a coupé cette information. Et à chaque fois qu'il y a une estimation de toi, et ça, je vais vous parler de ces aspects-là qui sont importants, pourquoi est-ce qu'on va dire je cuisine mal? Parce qu'on a quantifié, qualifié, qu'est-ce que bien cuisiner, d'accord? Comparer. Quelqu'un a joué à un de ces trois éléments qui va construire un ego. Donc, pour qu'un enfant développe un gros ego, il a fallu qu'on le compare beaucoup, qu'on le quantifie beaucoup et qu'on le qualifie beaucoup. Ok, ça nous est plus ou moins tous arrivé. Et on aimerait bien que ce conditionnement se lève dans la société. Donc, on sait que mettre beaucoup de points, on sait que tu es mieux que, tu es moins que, je t'aime si tu fais ça, je veux bien ça. Ben là, on est en plein dans la construction, d'accord? Donc, derrière ça, c'est oh, donc je me quantifie, je suis plus ou je suis moins, je me qualifie, donc c'est-à-dire je suis une bonne, une mauvaise, et je me compare. Si déjà on enlevait la comparaison, bah tu sais pas, tu es ce que tu es. Tu comprends? Et ça, c'est intéressant, mais donc là, bah, je l'enregistre, c'est bien, vous pourrez revoir. Parce que ces trois points-là définissent en fait l'ego. Observez maintenant, si vous enlevez, je me quantifie par rapport à quelqu'un, je me qualifie par rapport à quelqu'un, et je me compare, je fais plus au moins déjà un des trois, il y a une grande liberté de bonheur qui arrive. Vous le sentez? C'est énorme. On est waouh. Ça fait énormément de bien. Et donc, observez maintenant, waouh, est-ce que je me compare souvent? Alors peut-être que c'est pas vous qui vous comparez, mais peut-être que vous comparez votre univers à celui de la société actuelle. Parce que parfois, on n'a pas l'impression qu'on se compare avec notre voisin, mais on se compare avec ce qu'on appelle la société. Vous voyez, elle est pas comme ci et je suis comme ça. Elle peut pas m'accepter parce que moi je fonctionne comme ça.
Eh ben, en fait, on ne sait pas évoluer comme ça. C'est le monde de la guerre. La comparaison donne ce phénomène d'opposition. Et bien sûr, la qualification, je pourrais dire, je suis inférieur parce que j'ai fait ces études-là et qu'un autre a fait d'autres études. Je suis supérieur parce que ça fait autant d'années que je fais ça. De nouveau, qui va toucher le bonheur avec ça? Personne. OK? Donc, c'est vraiment d'observer que ces 3 points vont déconditionner. Alors, pour pouvoir déconditionner, on va observer que petit, je vais prendre un exemple. Votre maman est triste et vous êtes un enfant et tous les enfants sont comme des petits animaux très instinctifs et très intuitifs, très sensibles. L'enfant sent votre tristesse. Et en tant que maman ou papa, vous avez juste répondu, non, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez me répondre, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un enfant, dans son système nerveux, quand il a capté la tristesse de sa mère ou la tristesse de son père et que le parent lui répond, ça va, non, t'inquiète, ça va. Il va douter de lui ou il va douter Et de l'autre. merci, il va douter de lui-même. C'est-à-dire que l'influx nerveux qui donne emotion, ce mouvement qui vient de l'extérieur, ex movere, mouvement qui est l'émotion, il va en fait avoir un conflit d'identification. Oui. Et ça, c'est le deuxième point enfin, un point supplémentaire dans le conditionnement. Donc, on a vu que dans les conditionnements, il y a la notion du jugement, si je devais retirer quantifier, qualifier, mais bon, jugement, tout le monde entend. Mais on comprend pas ce que ça veut dire. Vous avez compris que c'est quantifier, qualifier et comparer. C'est le jugement, en fait. OK? On a bien sûr ce conditionnement qui est relié à notre culture et on se différencie, on grandit ailleurs. On est au 21e siècle et on ne peut pas vivre au 16e siècle maintenant. Donc c'est d'accueillir et accepter, c'est comme ça ici, maintenant. L'humain, et comme il est né sans extraire, c'est devenir observateur grâce à ces 3 points-là et au fait d'observer, tiens, mais en fait, petit, je peux faire une régression là et aller voir que ma mère était vraiment triste, mais elle me disait qu'elle était contente. Donc, je ne m'étais pas trompée. Et là, on est dans l'entrée de la confiance en soi. Comment perd-on la confiance en soi? On est dans une société qui a quelques points essentiels de difficulté. Quels sont les points de difficulté que vous pourriez relever dans les comportements humains actuels? Quels sont, on entend le mot burn-out, par exemple, ok? Qu'est-ce qu'on entend d'autre? Stress. Oui, dépendance. Dépendance. On entend stress, burn-out, dépendance. Une autre difficulté qu'on entend, décrochage à l'école. Hein, c'est un point supplémentaire. Un autre. Oui, hyperactivité, des débordements. En tout cas, on entend beaucoup parler de ça, oui. La violence, la séparation. Hein, la séparation est aussi un mot qu'on entend beaucoup. Ok, donc on voit ces mots-là et on se rend compte, bon, ben, on aimerait bien vivre sans, ça serait plus sympa. En fait, première chose, on va accepter. Accepter, ça veut pas dire se soumettre. Ça veut dire ça existe. OK? Donc, accepter ne veut pas dire je me soumets à, je fais avec, tant pis. Vous voyez? C'est juste, c'est là. C'est là. Aujourd'hui, il y a une souffrance particulière qui se manifeste. OK. Ces points-là, ce sont ces manifestations actuelles de l'humanité. Dans la médecine du chamanisme, on dit tout symptôme a une ressource. Mais quelle est la ressource alors? C'est une bonne question parce que tout le monde voit les symptômes, ok? Actuellement, on voit les symptômes. Quelle est la ressource? Oui, vas-y. On est en déconnexion de soi, oui. Donc ça, c'est de nouveau le symptôme. Tu es en train de généraliser tout, c'est très bien. C'est vrai, on est déconnecté de quelque chose d'essentiel. On dit dans les anciennes voies chamaniques, il y a une perte d'âme. Ça veut dire une part de notre conscience humaine n'est pas active en ce moment et c'est collectif. Ok, ça, on avance. Quelle est cette part et comment est-ce qu'elle peut revenir? Ça, c'est une question qui devient intéressante pour transformer le conditionnement. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la société?
Quelle est la ressource? Connexion, connexion intérieure. L'amour, oui, merci. Une connexion à soi, donc une présence à soi. L'amour, quoi d'autre? Oui, spiritualité. Alors, je vais mettre un mot d'abord très basique. L'opposé de, l'opposé de tout ce qu'on raconte, c'est la sécurité. Donc, ce qui nous montre qu'aujourd'hui, on est dans une société qui n'est pas sécurisante. OK? Et donc, la sécurité va donner la confiance en soi. La confiance en soi, le manque de confiance, c'est de l'insécurité. OK? Et le conditionnement actuel qui est prôné est la fin d'un cycle, on va dire. OK? Ça se roule un peu de partout. Et donc, on est plus centré sur ce qui tombe que ce qui naît. Je nommais récemment à un ami qui me disait, oui, mais Sarah, la société, la société, la société. Je lui disais, mais quand tu es près d'un mourant, est-ce que tu vas le jeter là comme ça? Ok, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc c'est comme un corps déglingué. Ok, il va plus. Le corps est abîmé. Il y a peut-être un cancer et quoi? On l'aime. C'est tout. Et donc en fait, tu le nommes bien. Ce qui manque, c'est l'amour. Parce que même les gens qui sont dans la voie alternative, la voie de ce qu'on peut appeler une nouvelle société, un nouveau monde, une nouvelle démarche, un rejet en fait de ce qui est en train de s'écrouler. Et donc, on peut transférer le mot de cette société. C'est parce que c'est une idée, on est bien d'accord. On a été faire des cases, là. On sait même pas où est la nouvelle, où est l'ancienne. C'est une seule, en fait, ok? Mais on voit qu'il y a des parts malades. Et ces parts malades, en fait, sont des parts qui semblent, si on devait faire un dessin, ce serait vide, ce serait gris, ça manque de souplesse, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas... Oui, il y a une perte d'âme, on dit, c'est comme un cadavre, il y a quelque chose qui n'est pas là. Enfin, je mets des mots lourds, mais c'est important pour qu'on se rende compte de, nous les humains, même pas ça. C'est pas notre truc, quoi, vous voyez. Et donc, ces endroits-là, ces endroits qui sont en train de mourir, ils ont besoin d'être aimés. Et en même temps, c'est vrai, on sait que toute mort est une naissance et il y a un petit qui naît là en ce moment. Et c'est la vérité, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a déjà des grands arbres de ce petit, hein. Il n'y a pas que des petites forêts toutes naissantes. Si on devait faire une logie d'une forêt. Et donc, on a besoin, en fait, d'avoir pris conscience que notre conditionnement favorise un changement. Et c'est là un peu ma place aujourd'hui. Donc, si je suis centrée sur tout ce qui ne va pas, le doute, et bien sûr que tout a été préparé, je pourrais le dire. Le conditionnement collectif, il est fort, mais si on est là en train de discuter ensemble, on se rend compte qu'on n'est pas dupe, on le sait, ok? Mais que tant qu'on est en aversion de ça, on n'est pas en acceptation, c'est-à-dire c'est là, c'est là. Est-ce que j'ai besoin de m'opposer à quelque chose en réalité pour naître à ce que je suis? Non. Vous saisissez? Et là, il y a une sensation d'ouverture qui est le bonheur. Donc, le bonheur, anciennement, c'est la bonne humeur. Donc, les humeurs, c'est les mouvements internes du corps. Ok. Et ces mouvements internes dans la médecine d'ici, comme la médecine chinoise ancienne, sont donc ces mouvements d'énergie qui vont réguler différents systèmes, que ce soit dans l'Ayurveda, la médecine chinoise, la médecine grecque et autochtone d'ici. Il y a un mouvement dans le corps. Ces mouvements, ils sont donc reliés à 3 points, comme j'ai nommé en début de session, qui sont notre incarnation. On a des mouvements plus faciles pour certains que d'autres. Donc, c'est-à-dire que une personne toute mince, avec plutôt du froid dans le corps, n'a pas les mêmes mouvements internes qu'une personne bien rongeaude et bien costaude, ok? Donc, c'est relié à l'incarnation. Ces mouvements internes sont reliés à ex movere, émotion, c'est-à-dire interrelation avec notre environnement. Et, par exemple, je reprends l'exemple du petit garçon, de la petite fille qui a son parent qui lui dit, si je vais bien, or qu'il est triste, l'enfant a un mouvement contraire qui se fait. OK? Donc, on est toujours dans le mouvement. OK? Et le troisième point, c'est les changements. C'est-à-dire, ce matin, il faisait beau, super, super, il pleut.
Vous voyez, tous ces, ces mouvements, ou bien je pense avoir réussi, j'ai raté, la satisfaction, c'est un mouvement. Et comment nous, les humains, on fait, parce que les chiens, tout ça, ils oublient vachement vite, hein, leurs mouvements, au contraire, eux, c'est vite réglé, les animaux, mais nous, les humains, c'est pas vite réglé, ces mouvements-là internes. Et donc, bonheur vient de être, alors, à la bonne heure, ça c'est le terme alchimique de bonheur, donc c'est vraiment autochtone. Les alchimistes cachaient ce mot, l'instant présent, dans bonne heure. Ok, donc la bonne heure, c'est maintenant. Et donc on va observer c'est quoi maintenant. On a observé ce qu'est le conditionnement qui nous empêche d'être maintenant. Si je suis toujours en train d'essayer d'obtenir quelque chose ou la peur de perdre quelque chose, la peur de me tromper, etc. Bonheur, laisse tomber, il n'est pas là, ok? Et en même temps, j'accepte ce qui est. J'ai une petite phrase que je me répète souvent, vis comme si tu allais mourir demain et comme si tu allais vivre toujours. Donc, si je ne fais que comme si j'allais mourir demain, bon, ben, je m'en fous un peu, hein, je profite à fond. Mais si je fais comme si j'allais vivre toujours, je fais attention à mes pères. J'ai une autre phrase qui est, fais les choses pour cette vie. 7, le chiffre 7. Ça signifie, ça c'est un terme important dans la voie chamanique, c'est tu veilles à tes arrière, petits, quoi. Et ça, c'est très beau parce que, en fait, on ne sait pas, mais vous sentez, c'est comme une vibration qui s'installe autour de nous. Mais quand on veille à vivre pour cette vie, les choses se font autrement. C'est-à-dire qu'on veille, on prend soin de l'eau, on prend soin davantage de la vie. Si vous êtes sur votre lieu et que vous veillez dessus pour cette vie, vous faites pas un truc qui va tenir un petit peu, quoi. Vous veillez vraiment et vous le voyez si le lieu est ancien. Si quelqu'un fait le truc pour cette vie, le truc de 100, 120 ans, il tient toujours, quoi. Et donc, c'est vraiment très, très beau. Ces deux phrases-là sont des phrases clés pour moi dans le bonheur. Donc, je vis comme si j'allais mourir demain. Donc, bah, je vais être heureuse tout de suite avec vous, quoi. Et en même temps, je vis comme si j'allais vivre toujours. Je déploie et je crois en l'abondance. Je crois, c'est croître aussi. Je suis dans cette croissance. Donc, je veille à avoir, on dit, on a de l'énergie dans le corps, le chi, c'est de l'énergie. Si le compte en banque d'énergie est vide, demain, vous faites un peu trop la fête, il n'y a pas d'énergie, vous voyez. Ou si une maladie, on dit, c'est une petite phrase qu'on donne pour faire comprendre l'énergie vitale. Quand vous avez une grippe, ben, on téléphone au centre ici. Allô, allô, est-ce qu'il y a d'énergie parce que, bon, bah, il y a un virus. Parce qu'il n'y en a pas, c'est compliqué. Et ça, c'est vivre comme si on allait mourir demain. Vous comprenez? Donc, c'est ne vivre qu'un jour. Donc, c'est intéressant d'observer que ces deux phases sont antagonistes et nécessaires. Donc, je continue avec cette notion du bonheur. Enfant, donc, vous aviez le bonheur. On est d'accord? Ça arrive que je rencontre en thérapie des petits qui ne soient pas heureux, et c'est inquiétant, on est bien d'accord. Je dis toujours qu'un enfant est heureux comme un labrador, donc s'il ne court pas partout et qu'il n'est pas joyeux et lumineux, il y a un traumatisme, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pourrais dire ça de moi en tant qu'adulte. Oui, viens, viens, viens. La pluie. Super. On va aller. Alors, on va se poser la question de est-ce que nous-mêmes, on se dit la vérité? Parce que finalement, qu'est-ce que la vérité? Si j'enlève le concept de dire les choses, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Si je suis conditionnée, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Ok. Donc, que se passe-t-il dans le corps humain quand on dit la vérité? Avez-vous une réponse à ça? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on dit la vérité? Une ouverture. Une ouverture. Quoi d'autre? Soulagement. Soulagement. Ok. Un autre mot. La force. De la force.
Yata. Après. La paix. paix, Ah, la ouais, paix. la paix. Oui, c'est bien. paix. La paix, oui. Mais comment c'est physiquement la paix? Tranquille. Oui. Puis, C'est sécure et tranquille. Ok. Pourtant, on le sait, on va toujours se poser la question de dire ce qu'on pense, d'affirmer nos valeurs. Et on l'a vu plusieurs fois ces dernières années. Soudainement, la peur prend le dessus dans une majorité de la population et tout le monde a peur. Ok? Les Belges sont quand même assez balèzes pour ça. Et on a peur de quoi? On le sait même pas. Ok? Mais il y a comme une protection de l'identité. Ok? Donc, dire la vérité, On a nommer peur la de ne pas vérité, être aimé. Voilà, c'est ça, c'est la peur. De ne pas être accepté, de ne pas être aimé, de ne pas être rejeté. c'est une phrase très intéressante d'observer que, en effet, quand on ne dit pas la vérité, c'est la peur de la réponse. Hein. Forcément. S'il y avait personne pour écouter, vous êtes devant un mur et puis vous affirmez tout ce que vous avez vécu. Parfois, c'est difficile, mais il n'y a personne pour venir s'opposer à vous. Ok. Donc, dans vérité, il y a aussi le mot intimité. Ok. Donc, je suis là et on est toujours avec cette histoire du bonheur et on se dit, purée, est-ce qu'il y a une recette miracle là? Parce que il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et je me rends compte qu'au final, on a parlé pas mal de souffrance. Ici, on est un peu dans le domaine de la peur fondamentale, qui est l'affirmation de soi. OK? Donc, l'affirmation de soi, si maman a caché sa tristesse, elle n'était pas dans l'affirmation d'elle-même. D'accord? Si on nous a caché un problème familial, même si on est petit, mais on nous l'a pas dit plus tard, ou on nous a pas dit avec des mots d'enfant ce qui se passait, l'affirmation de soi n'est pas là. Vous saisissez? Donc, ça ne veut pas dire que s'il y a des mensonges ou des tromperies entre les parents, on va tout dire aux enfants, on est bien d'accord. Mais la vérité, c'est de nommer l'émotion. Donc, c'est de nommer le besoin. Donc, j'ai besoin de prendre un peu de distance, par exemple, de papa, en ce moment. Parce que si je ne le fais pas, il va être en colère ou je vais être en colère. Et donc, bon, ben voilà, pour la paix de la famille, c'est beaucoup plus juste comme ça, ma chérie. OK. On n'a pas dit de trop. OK? On a simplement pas laissé l'enfant gamberger dans son système. OK? Donc, le système de la vérité, ce n'est pas de dire les faits toujours tels qu'ils se présentent, puisqu'on a une intimité différente et des âges différents dedans. Mais il est clair que déjà, c'est ce que faisait le chrétien anciennement, où vont faire tous les actes qu'on appelle confession, ok? C'est parler face au vide, finalement, hein? C'est parler face à, quand on dit le vide, c'est cette énergie absolue, ok? Et là, est-ce que déjà ça, je peux le faire? Ah, parce qu'on peut se poser la question de est-ce que je peux dire la vérité à ma compagne, mon compagnon, mon enfant? Mais est-ce que je sais déjà dire la vérité face à un mur blanc? Est-ce que c'est facile d'aller crier mes histoires? Et qu'est-ce que je vais raconter? Et quel est le personnage qui va parler? Ok? tu fais la vérité. Tu nous dis la vérité à ton frère. Exactement, Et tu dis, exactement. La plupart du temps, en fait, on sait déjà plus se dire la vérité. Donc, dans le contexte donc, enlever les conditions qui sont construites pour protéger l'ego d'une société, ok? Et ne pas, qu'est-ce qu'on protège finalement? C'est ça, d'accord? Donc, il y a une madame tout le monde et un monsieur tout le monde, tout le monde veut construire, mais qui n'est pas constructible, ok? Et donc, la première chose à se poser, déjà, il n'existe pas, donc on est un peu coincé. Chercher madame tout le monde et monsieur tout le monde, j'écoute tout le monde tous les jours me parler de celui-là, mais je ne l'ai jamais vu. Et tout le monde est unique, fabuleusement unique. Les personnes, en tout cas, nous sommes là pour l'affirmer, mais plus de temps à ok? Donc, l'affirmation de soi va commencer par être là, en quand même à haute voix, de nommer les choses. Parfois, les thérapeutes, d'ailleurs, ils ne savent pas ça. C'est être le mur blanc, c'est-à-dire l'oreille attentive, et l'autre apprend à se dire la vérité. Il arrive que je passe vraiment beaucoup de temps dans une journée à aider l'autre, à juste te raconter la vérité.
C'est-à-dire ce qui calme mon système nerveux, vient amener une sensation d'ouverture au cœur, parce que chacun a sa vérité, je suis bien d'accord. Hein, ok. Donc ça, c'est essentiel d'observer, est-ce que là, je m'invente quelqu'un que je protège, et du coup, je ne me dis pas la vérité. Posez-vous la question. Je pourrais, par exemple, m'inventer quelqu'un que je protège et ne pas me dire la vérité. Mais qui est-ce que je protège? Et qui est celui qui protège d'ailleurs? C'est d'abord intéressant de voir que vous créez une femme forte, un homme alternatif, une personne à toutes sortes. Vous pouvez créer, vous avez un créateur, là vous avez un personnage que vous protégez très fort. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me nommer un personnage que vous protégez très fort? C'est-à-dire que vous gardez, on n'y touche pas, quoi. Hein. Ça peut être l'homme spirituel, la femme spirituelle. C'est très beau aussi, hein, les personnages spirituels. La maman intègre. Et on ne peut pas y toucher. La femme gentille. Vous voyez, je ne parle pas que de personnages difficiles à vivre. L'homme fort, ok, celui qui de toute façon se maintient, ok, et observer en fait. Moi, j'ai observé que je protège moi-même quand je suis trompe, Oui, c'est un mistake, oui, une erreur. une erreur. Difficile de faire une erreur. Oui, Ah, bah, merci. excuse, non, Oui, je protège quelque ok. chose. Alors quand tu observes ce personnage-là, qui est celui qui ne peut pas reconnaître le monde, ok, ok, c'est pas, il ne peut pas se tromper, oui. Mais c'est là, on va éviter d'aller dans le mental. Tu vas commencer à dire, alors c'est dû à ça, alors c'est dû à ça. Non, on va juste aller dans la sensation. Comment je me sens quand je suis ce personnage que je protège? Allez, comment je sens? Et vous sentez physiquement qu'il y a des tensions. Le personnage, que ce soit la femme gentille, l'homme qui peut pas se tromper, celui qui doit rester fort, celle qui doit rester spirituelle, il y a une tension. Et cette tension, avec le temps, peut devenir, bien sûr, un déséquilibre somatique, voire une maladie, etc. On va maintenant se poser la question, mais qui protège cette personne? Donc, si je voulais être la gentille, mais qui a demandé que je sois gentille? Qui me protège? Quel est le personnage qui n'est pas gentil et docile? On va pas le faire, tu vas te protéger pour rester que Un parent, la société. oui, un parent intérieur ou un parent extérieur. Bien sûr, au départ, un parent. D'accord? Mais c'est devenu un parent intérieur. OK? Donc, observez que les conditionnements, on pourrait dire, ah, la société me conditionne, je ne suis plus dans cette société. En réalité, on est en train de juste bosser ici et de voir que, il y a un tas de films ici avec des parents construits, etc. Et oui, il y a un papa intérieur qui a dit, c'est vraiment con, hein, tu t'es trompé, hein, tu comprends? Et celui-là, il faut le voir parce qu'il n'existe pas. Mais on lui a raconté ça. Par exemple, il y a la croyance que quand on est gentil, on est moins intelligent. Ou si on se trompe, c'est qu'on est con. Et donc d'identifier ces croyances, immédiatement, vont transformer ce qui est conflit en bonheur. Vous saisissez? Par exemple, personnellement, je sais que quand, en plein milieu d'une journée, il y a une ambiance un peu léthargique, ça m'active, ça peut me stresser, ok? Mais je sais tout à fait que c'est relié à ma petite enfance, que les autres n'ont rien à voir avec ça, que c'est une expérience qui m'est donnée de goûter le bonheur comme ça. Donc,
je ne me juge pas, je ne me dis pas non plus, oh, ça va, tu pourrais être décontracté, tout le monde se détend, c'est bon, lâche. Qui est-ce que je fais? Une mère inquisitrice, on est d'accord? Donc je la lâche aussi, et je m'envie à lâcher tout le monde en fait. Vous voyez? Donc en fait, qu'est-ce que la spiritualité, puisque tout à l'heure on parlait de l'amour, de la spiritualité comme étant des parts montantes de mais c'est là, c'est une après-midi où tout le monde se pose et où moi je suis un peu nerveuse parce que c'est le repos léthargique et que j'ai pas envie, où je vais m'observer et voir, bah, tiens, cette impression-là, sans-là. Oh là là, c'est l'époque quand ta mère faisait ça. Je n'aime pas ça. C'était triste en même temps, mais c'était pas triste en fait. C'est pas la même situation, il y a personne de triste. Ah oui, mais quand même, je n'aime pas. Oh là là, mais tu devrais aimer. Ah, on va enlever la mère inquisitrice. Vraiment, elle n'existe pas, celle-là. Et puis, ah oui, mais non, mais moi, je ne sais pas rester assise, il n'y a pas de satisfaction. Oh, bon, on va regarder c'est quoi satisfaction. Et en fait, ça devient un terrain d'exploration merveilleux. Vous saisissez? Donc, dans les quelques clés que j'ai données aujourd'hui, sont les clés pour le bonheur. Parce que c'est super, plein soleil, la petite prairie, tout va bien. Le bonheur, on connaît sous cette forme, ok? Donc, si je vous dis, bon, on va aller à la plage, ça va aller pour tout le monde, on est d'accord? Mais les clés pour observer que tout à l'heure, par exemple, le moment même où on aurait pu faire ce qu'on appelle une pensée discursive, c'est, ah, mais si, je ne fais pas bien quelque chose, alors je me juge et je me juge parce que mon père, il avait dit ça quand j'étais petite et que mon grand-père est à l'école. On est tous au courant à un moment, on fait un peu de travail d'introspection, de psychothérapie, on va s'en rendre compte. C'est les pensées discursives. Mais une pensée non discursive, pour arrêter ce mécanisme-là qu'on a souvent assez bien compris et qu'on reprend les autres, et ça ne marchait pas au final, c'est de retourner dans l'action quelconque. Donc, si je reprends l'exemple, je suis l'après-midi, tout le monde se repose et moi, je vais sentir, je ne vais pas dire, ça m'énerve. Ben non, j'ai déjà fait un concept, ok? Même si je sais que ça m'énerve, je le mets de deux côtés. Je l'accepte. Si je dis ça ne devrait pas t'énerver, je suis la mère inquisitrice. C'est pas non plus je là que j'ai envie de jouer, mais à quel jeu j'ai envie de jouer? Il n'y a pas la satisfaction. Oui, mais il y a l'émotion de quand tu étais petite. Et je regarde tous ces aspects-là. Et j'apprends à observer que derrière ce nœud-là, j'ai envie de le dénouer, en fait. J'ai envie que ça fasse plus ça. Parce que la paix, c'est un état de détente. Et je vais vous donner quelques exercices maintenant qui nous font sentir le bonheur. Bon, déjà, on a observé que mentalement, on change nos conditionnements, c'est-à-dire nos idées. Je vais vous donner un bel exemple, il y a 2 jours. Hein. On a reçu 7 tonnes de gravier et de sable pour faire un lagunage qui est tout au fond de notre jardin. Mais le camion ne savait pas arriver jusqu'à l'arrière-plan de notre maison. Et donc, on a dû déplacer en tout 12 tonnes, vous voyez, par 14, puisqu'il fallait tout mettre dans la remorque, et puis après tout ramener, et puis tout ramener au fond du jardin. Vous voyez, donc, j'avais le choix de procrastiner, râler, me plaindre, me dire qu'on ne respecte pas les gens, on avait prévu. Vous voyez, j'avais plein de choix, si vous voulez, ok? Et je me suis dit, bah non, on fait bien ensemble. Donc, on va faire une fois de bonheur. Et donc, ben, ça a donné des opportunités. Un petit peu quand je lui ai aidé, on a été soutenus de manière. Marc nous a filé une spéciale. Et en fait, on a vécu plein d'instants de bonheur, aussi de motivation de la famille, etc., au travers de ces moments. Donc, la projection, vous le voyez, ça, c'est un premier point. OK? Mais ça aurait pu être plus fort. J'aurais pu, malgré cette expérience, c'est le bel oral, j'aurais pu, malgré cette expérience, mettre en pratique quand même. OK? Ouais. Il aurait pu pleuvoir comme maintenant. Il aurait pu pleuvoir comme maintenant, ouais, c'est vrai. Là, ça aurait été différent. On aurait dû trouver la patience. Non. C'est ça. C'est vrai. C'est un acte de gratitude constant que tout se mettait bien, que j'étais en congé. D'accord? Mais il aurait pu faire cette bien. Alors, là, on va pratiquer un exercice qui est
qu'on appelle l'échange dans le métier mental. L'échange, c'est le fait de transformer ce qui est douleur, et c'est différent, ce qui est souffrance, en douleur. Ok? Donc, c'est un yoga. On va retrouver ce qui s'appelle le yoga de la compassion. Donc, c'est des bouddhistes, c'est pratique parce que nous sommes dans une société occidentale, mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie du monde n'est pas dans cette situation. Donc, on corporalise beaucoup. Donc, je choisis ces voies corporelles. Et donc, la compassion, c'est l'art de transformer quelque chose d'adverse et de contracté en quelque chose de détendu et d'harmonieux. Alors, on pourrait se dire, bah alors, c'est physique. En partie, c'est physique. Okay? Donc, ça signifie que si je continue de courir malgré la pluie, il y a bien une réaction physique. Mais ce n'est pas assez. Et c'est là où ça devient important. C'est que la compassion n'est pas un phénomène de vie qui arrête la pluie. C'est un phénomène qu'on va relier plutôt au monde spirituel, à l'âme, qui a fait le choix de vivre toutes circonstances sans juger. Ok, on a vu tout à l'heure comparer, quantifier, etc. Donc, quand je suis face à quelqu'un de ou de dépressif, on va prendre des choses différemment en tout cas. Okay? Mais vous pouvez choisir quelqu'un de colérique si vous voulez. Okay? Votre système nerveux, comme le petit enfant, a réagi. On est d'accord? Donc, si je suis face à quelqu'un de triste, ça descend. Si je suis face à quelqu'un de colérique, ça pique, ça monte, ça peur, ok? Selon les circonstances, on a donc des réactions. On est d'accord? Et finalement, le bonheur est aussi un état physique dans un premier temps où, même si je suis, même si je suis en colère, je peux ne plus avoir la réponse automatique qu'aurait l'animal. Okay? Donc, on est dans le monde humain. Je vais rester beaucoup plus en harmonie au niveau de cette pratique. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour l'exercice. Cet exercice, il est très simple. On l'appelle donc l'échange, c'est l'alchimie du temps. On peut le pratiquer couché, assis, ça n'a pas d'importance. Et on va observer d'abord une personne qu'on aime beaucoup, avec qui le comportement est facile. Donc, c'est-à-dire avec qui on communique facilement, on appelle ça le karma. Bienvenue. Bon. Et donc, je vous invite à visualiser cette personne. Vous la voyez heureuse. Et votre cœur, vous le voyez lumineux. Maintenant, nous allons activer la possibilité que cette personne soit triste ou en colère ou fermée. Et vous observez votre réaction. Que se passe-t-il si cette personne se ferme? Vous avez peut-être dans un premier temps l'impression que le bonheur s'en va. En réalité, pas. Ce qui s'en va, c'est la sensation de satisfaction. Mais où est le bonheur? Le bonheur est relié à l'amour et on va activer la sensation, l'alchimie du cœur. Donc, la personne que vous avez en tête, là, que vous avez en tête, est triste. La compassion, ce n'est pas de prendre sur soi la souffrance, c'est de transmuter la souffrance en bonheur. Et je vais juste vous donner un petit détail là-dessus. Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste français, a fait l'objet d'études en neurosciences pour observer les cerveaux des méditants.
Et il était chargé de regarder des petits enfants souffrants dans un écran télévisé, mais qui souffraient vraiment le martyr, qui souffraient très fort. Et pendant que ce, je visionnais cette vidéo, les zones de la souffrance de Mathieu Ricard s'allumaient et il devait pratiquer l'amour altruiste. L'amour altruiste, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Et à un moment, c'était tellement insupportable, il a commencé cet exercice que je vais vous donner, qui est la pratique de l'échange. Et là, les zones du bonheur se sont allumées. Or qu'il était toujours face à ces vidéos vraiment moches, vraiment lourdes, vraiment. Et là, la neuroscientifique a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible que vous, le moine, plein d'amour et de compassion, viviez ça. Et il a juste expliqué, mais je fais l'échange, je supporte plus faire l'altruisme. Ok, donc on va pratiquer. Ça allume donc la zone du bonheur face à la souffrance d'autrui. Nous avons bien compris, c'est clair? Ok. Donc, la personne que vous avez en tête est Christ. Votre cœur se remplit de lumière. Il est lumière parce que vous avez l'habitude quotidienne de remercier, d'être dans la gratitude, de visualiser toutes ces personnes, de remercier la vie, de vous sentir, on dit, soumis aux lois cosmiques. C'est vrai, s'il y a un ouragan aujourd'hui, on tombe tous par terre. D'accord, hein? Donc, c'est vraiment de la gratitude d'être en vie. Et ça ouvre le cœur. Sur cette base du cœur plein, vous inspirez la souffrance de la tristesse. Et quand elle entre dans le cœur, elle devient lumière. Donc, vous ne vous sentez pas sur la peur de la tristesse, sur la peur de perdre l'autre, sur la peur de la colère. Non. C'est comme si vous êtes un espace très lumineux dans le cœur qui absorbe à l'inspire. Et à l'expire, vous renvoyez à l'autre cet état lumineux. Et à l'inspire, vous absorbez le gris, le loup. Et à l'expire, vous renvoyez la lumière. Et à l'inspire, mais quand vous l'absorbez, ça charge votre cœur qui devient encore plus gros de lumière, encore plus dense. Et ça, c'est vraiment l'acte de la compassion. C'est qu'au moment même que vous inspirez, dans votre cœur, ça mute en lumière parce que vous n'avez plus peur de la violence. Vous n'avez plus peur de la Vous n'avez plus peur de la dépression de l'autre. C'est l'acte d'acceptation, c'est tel que c'est. Et donc, on voit une énergie qui est comme déstructurée, qui va se structurer en réalité. Ce qui était lourd et gris mute et devient une image mentale de lumière qui est renvoyée à l'autre. Et cela, nous pouvons le faire pour une personne, nous pouvons le faire pour un ennemi, nous pouvons le faire pour une guerre, nous pouvons le faire pour la société entière, pour le monde, pour tout. Mais n'oubliez pas que ce qui est d'essentiel, c'est que votre cœur devient de plus en plus chargé de vie. Et ça, c'est important parce qu'il n'est pas possible d'être compassionné en étant nous-mêmes emplis de la difficulté. C'est dans l'état d'amour. Et donc, pendant que j'accompagne les gens toute la journée, c'est ma pratique essentielle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut me raconter tout ce qu'on veut, le cœur se charge pendant que j'accompagne les gens. Donc, je n'ai pas la crainte d'être fatiguée de traumatisme. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? La sécurité. La boucle est bouclée. Oui, nous avons vu donc aujourd'hui que le bonheur est relié à un sentiment de sécurité. Mais qu'en fait, nous protégeons des parts de nous-mêmes, mais au final, nous protégeons le fait d'être habillés. Qui ne pourra pas m'habiller? La société ne pourra pas. Personne ne pourra me déstructurer. Et on ne pourra pas me violer, me prendre. On ne pourra pas m'abuser. Vous voyez, les mots abus sont aussi des mots qu'on n'a pas relevés, mais qui sont très fréquents. Mais ici, est-ce qu'il est possible de m'abuser? Ok. Donc, l'alchimie du cœur, c'est je suis gorgée de lumière au quotidien. C'est pas, je médis le monde tout le temps, et puis soudainement, bon, allez, je vais me faire un peu d'alchimie du cœur. C'est d'abord
apprendre à regarder nos conditionnements, ok? Et à observer qu'en fait, il y a des espaces de gratitude tellement souvent. Et de faire la différence entre la satisfaction et ce qui est. Accepter, c'est observer la vérité de ce qui est. OK? Une fois que ce cœur est beaucoup plus habitué, c'est un entraînement de l'esprit, on dit. Un entraînement de l'esprit. On va pouvoir alors commencer à pratiquer la chimie du cœur. Merci beaucoup pour ces moments ensemble.